Bonjour tout le monde. Bonjour Doc Mayou, comment allez-vous? Toujours aussi mal, merci, ce matin. Disons que, comme tu as pu entendre, là, disons que c'est peut-être pas mon matin. Je suis calme, zen et peut-être bancal, mais on verra. Mais vous avez un rôle ingrat, je trouve. Quand vous fâchez, on chiale après vous. Quand vous êtes calme, on chiale après vous. Je m'insurge. On veut me sortir des ondes. Je m'insurge pas. On me tombe dessus. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est bon, j'aime ça. En tout cas, vous faites réagir toujours. Hey, ce matin, je veux qu'on... Là, je fais beaucoup de détours. Okay, je l'admets, là. Je vais passer par Montréal pour aller à Québec puis revenir à Drummondville, possiblement, là. Parce que tout d'abord, je vais annoncer notre sujet de base pour que les gens aient le temps de se faire une tête, là. Puis vous allez peut-être comprendre à la fin pourquoi on en arrive à ce sujet-là, mais qu'avez-vous réussi dans la vie alors que tout était contre vous? Pas nécessairement tout, là, mais que vous aviez des gros obstacles. Là. Que genre, quand vous étiez, avant de le réussir, s'il y avait eu des gageures, mettons que ça n'aurait pas été de votre bord, là. Et puis, c'était qui vos pires ennemis pour votre réussite? Puis là, on va revenir. C'est-tu vos proches, vos parents, votre conjoint, votre manque de confiance? Je sais pas. Moi, j'aime ça, des belles histoires comme ça. Peut-être que quand vous étiez jeune, vous étiez un petit criminel, puis finalement, aujourd'hui, vous êtes devenu super productif pour la société, etc. Ça peut être vivre dans un milieu défavorisé. Hier, j'ai entendu une histoire, d'ailleurs. Je me promène, je vous le dis. Hier, c'était la journée des vœux de Noël Cogeco. Oui. Je sais qu'à Québec, il y en avait. À Trois-Rivières, il y en avait. Exact. Je suis absolument désolée. Je ne sais pas s'il y en avait dans l'Outaouais ou à Sherbrooke. Mais Trois-Rivières et Québec, parce que je l'ai entendu à Trois-Rivières. Puis à un moment donné, on racontait... Ça, c'est une journée pour aider des jeunes défavorisés. OK? C'est des plans de Noël, des vœux qui sont vendus aux clients. Puis avec l'argent récolté, bon, ils sont en mesure de gâter des jeunes défavorisés et même leur donner des bourses d'études. Là. Je sais pas si c'est comme ça à Trois-Rivières, mais à Québec, on donne des bourses d'études à ces jeunes-là. À Trois-Rivières, on a parlé plus de déficients intellectuels et d'autistes. Ah, bon, OK. Pour venir en aide, en aide aux familles. OK. Compte tenu du fait que c'est lourd pour les familles. Parfois, ils ont besoin de répit, camps de vacances, etc. C'est intéressant aussi, ça? Oui. Okay. Oui, je me suis porté à la défense de ça. Ben oui, je comprends. En plus, c'est en plein dans votre c'est dans un de mes créneaux. Exact. Oui. Et donc, j'entendais une histoire, puis ça, j'aime ça, ces histoires-là. Il y a eu, parce que ça fait plusieurs années, ça fait 9 ans, ici à Québec, qu'on fait ça. Et là, il y a une jeune fille qui a été bénéficiaire de ça, qui avait été choisie parce qu'elle vivait dans un milieu très défavorisé. Et elle est revenue l'année passée comme bénévole et elle est étudiante en médecine. Là, je me disais, wow! Wow! Tu sais, c'est des jeunes, quand on regarde dans quel milieu ils sont, on se dit, ouf, c'est pas évident d'imaginer leur avenir. Ça va être tough, là. Mais cette jeune fille-là est étudiante en médecine. C'est pas croyable, là. Fait que ça, c'est des belles histoires. Elle n'était pas, dans notre jugement collectif, là, prédisposée à ça. Puis malgré son environnement, elle y est arrivée. Et il y a plein d'autres histoires de cette envergure-là. Des jeunes battus, agressés, qui s'éloignent de leur famille. Puis en même temps, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, je pense, c'est la notion de la réussite. C'est quoi la réussite? Je pense pas que c'est monétaire. Pour certains, ça l'est. Pour certains, là, première fois qu'ils voient tel montant dans leur compte de banque ou dans leur compte d'épargne, c'est ça la réussite. Pour d'autres, ça va être plutôt d'avoir réussi une vie de famille alors qu'ils n'avaient pas connu ça quand ils étaient jeunes. Tu sais, c'est relatif, là, la réussite. Et ce qui m'a amené à réfléchir sur la réussite, c'est la campagne de la commission scolaire de Laval. C'est dans le cadre, c'est intitulé « Ma carrière se dessine ». Et eux, il y avait une affiche. Et c'était marqué « Pas de temps à perdre ». Et là, dans le « Pas de temps à perdre », on voyait très bien les lettres D-E-P, là. Je sais pas si vous comprenez, là. C'était pour le diplôme d'études professionnelles. Ouais. Et là, moi, quand j'ai vu cette campagne-là, j'ai trippé. Je me dis, wow! Tu sais, point de vue marketing, c'est ciblé. Les jeunes décrocheurs, là, qui eux autres s'emmerdent sur les bancs de l'école à avoir des cours de philosophie, des cours
qui n'ont aucun intérêt. Eux autres, ce qu'ils veulent sont manuels. Ils veulent faire de la mécanique, ils veulent réparer des moteurs, ils veulent pas entendre parler de Nietzsche, là. Tu sais, fait que je me suis dit, c'est super bien ciblé. Mais là, après ça, je me suis dit, oh, peut-être que j'ai mal interprété. J'ai pensé juste aux jeunes qui avaient la possibilité d'aller dans cette avenue-là. Oui. Mais là, Gabriel Nadeau-Dubois s'est dit choqué. Parce que lui, il dit que cette campagne-là dénigre directement la formation générale dispensée dans les cégeps du Québec, puis que ça alimente les préjugés anti-intellectuels et que ça frôle le nivellement par le bas. Il a pas tout à fait tort non plus. Tu sais, il y a du mépris des deux bords, là. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on a quand même droit à notre liberté d'expression, puis que cette campagne-là, elle a été retirée parce que ça fâchait certains. Le ministre de l'Éducation a retiré la campagne de pub, mais heureusement, ça a fait tellement une polémique que le message y est passé pareil. Allez-y. Quand vous avez votre doigt là, sur la bouche, là, allez-y, allez-y. Ouais, c'est pas évident, ça. Tu sais, s'élever en rabaissant l'autre, c'est pas une belle attitude, c'est pas la clé de succès collectif. Là, vous parlez de la commission scolaire de Laval? Oui, dans cette publicité-là. Mais sais-tu de rabaisser l'autre? Je vais vous laisser parler en passant, là, mais sais-tu, parce que moi, je le vois pas de même. C'est pas rabaisser la philosophie, l'anglais, c'est que ça intéresse pas leur clientèle du DEP. Non, c'est que pas de temps à perdre à étudier la philosophie et les mathématiques, là. Je l'ai pas vu, la pub. Est-ce que c'est ça qui est dit? Ben, c'est marqué philosophie, littérature puis anglais. Oh. Jusqu'à ce qui te plaît. Oh. Bon. Eh boy. La philosophie, la littérature et l'anglais, c'est pas pour tout le monde. L'anglais, c'est plus accessible à tous. Littérature, philosophie, non. C'est pour un petit pourcentage d'élèves. Que ça nous plaise ou pas. Alors, ça fait partie des talents qu'ont certains êtres humains, et ce n'est pas en rabaissant ou dénigrant ou ridiculisant ces talents-là qu'on va permettre à ceux qui ont d'autres talents de s'élever. C'est pas les... Écoute, Gabriel Nadeau a raison sur ce point-là. Non, il y en a plusieurs qui ont donné raison. On a beau pas l'aimer, là, il a misé juste. Il ne s'agit pas de s'élever en rabaissant l'autre. Non, il s'agit de s'élever au mérite. Mais je trouve que dans les dernières années, ça a été l'inverse qui était fait. C'était juste de valoriser l'université. Puis ceux qui étaient dans le DEP, ils étaient vus comme des cancres. Alors que c'est pas ça. Ils ont juste d'autres talents. Ils sont meilleurs de point de vue manuel. Savez-vous quoi? Ils gagnent possiblement pas mal plus cher que celui qui a passé à faire un doctorat en philosophie, là. Ben, écoute. Puis encore là, la réussite ne se calcule pas, l'argent, je le sais. Le salaire moyen des électriciens versus le salaire moyen des avocates au Québec, lequel qui est le plus élevé? Je gagerais 25 cents sur les électriciens. Ouais, moi aussi. Ben oui, total. Puis avec les... Maintenant, il y a une mentalité. Ce matin, Joseph Facal se fait aller. Il se fait aller le clapet, Joseph, assez régulièrement. C'est rare que... Et il y a un faible pour la nation canadienne-française. Bon, il n'y en est pas un. Joseph Facal est né en Outaouais, qui est en Amérique du Sud. Il a grandi là jusqu'à 11 ans, puis ensuite, il s'est emmené au Québec, amené par sa famille. Bon. Joseph, c'est drôle, il nous aime beaucoup, les Canadiens français. Puis là, écoutez bien les deux petits paragraphes qu'il a écrits ce matin. Il crève les yeux que les 2 défaites référendaires des souverainistes ont cassé l'élan vital du Québec français. Attendez la suite. Certes, le Québec regorge de talents considérables, mais ils sont surtout mobilisés pour faire aboutir des projets personnels. Joseph n'a pas compris que, premièrement, l'élan vital du Québec français, des Canadiens français, là, il est loin, il n'est pas brisé, là. Il n'est pas cassé. Joseph, non et non. Il y a de plus en plus de millionnaires canadiens français. Il y a de plus en plus de Canadiens français qui meurent avec 1 demi-million à 1 million de dollars en héritage. Joseph, ça, c'est notre réalité.
Si tu n'as pas vu ça, tu as manqué le bateau. Deuxièmement, le Québec regorge de talents considérables. C'est vrai. De tous ordres. On a des intellos qui sont bons au Québec. Denise Bombardier, elle est exceptionnelle pour écrire. C'est la plus grande écrivaine du Canada. Bon. Mais il y a aussi des informaticiens au Québec. Il y a aussi des mécaniciens, des mécanos. Il y a aussi des électriciens. Il y a aussi des plombiers qui font de la plomberie dans des buildings incroyables. Hey, ça commence à prendre un plombier, ça, pour un gratte-ciel, pour grimper l'eau jusqu'en haut. Avais-tu pensé à ça? Ça prend un maudit bon plombier. Mais lui, c'est parce qu'il met en opposition l'épanouissement personnel et l'épanouissement de la société. Le projet de société versus le projet personnel. Ouais, là, il commence à m'irriter et à me faire hérisser le poil de ses bras. Alors, Joseph Facal, t'as pas compris qu'une société forte est faite d'individus forts. Une société épanouie est faite d'individus épanouis. Joseph, projet collectif épanouissant, tu peux te les mettre où on pense. Et ça, l'épanouissement. Bon. On revient à notre sujet. À ton sujet. Là, on a fait plein de détours. Oh oui. Mais je vais vous demander de répondre après la pause parce que je veux pas qu'on se mette trop en retard, là. Mais quelqu'un qui, contre vents et marées, réussit l'improbable. Oui. C'est-tu de la génétique? C'est-tu... Après la pause. C'est ça? C'est-tu plutôt quelqu'un qui a cru en lui, qui était peut-être de l'extérieur même à son environnement? C'est-tu... Tu sais, c'est ça aussi que j'aimerais qu'on discute ensemble. Qu'est-ce qui fait que dans une même famille aussi, il y en a qui s'écrasent puis il y en a qui s'élèvent? Tout ça, là. Oui. Alors, on va aller à la pause. Et au retour, j'aimerais bien ça, vous entendre, les auditeurs, à savoir qu'est-ce que vous avez réussi alors que tout était contre vous. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Et que j'aime ça. J'aime tellement ça, entendre des histoires de gens qui étaient pas partis pour ça, qui avaient pas d'environnement. Je trouve ça motivant, puis qui réussissent, tu sais, qui traversent des obstacles, puis ça m'a toujours intéressé. Ouais. Et c'est notre question d'aujourd'hui, là. Ouais. Qu'avez-vous réussi alors que vous aviez le vent d'en face, là, en bon québécois? Oui, c'est ça. Et on a quelqu'un qui nous a écrit. Oui. Moi, j'ai été en famille d'accueil toute mon enfance. On me disait que je ferais jamais de bon dans la vie. À 20 ans, j'ai eu un bébé. J'étais sur le BS à cause du conjoint que j'avais et un jour, je me suis retrouvée seule avec mon bébé de 18 mois. J'ai décidé de retourner à l'école, donc après m'être battue avec le BS pour retourner en classe, car dans ce temps-là, il fallait que mon enfant ait 5 ans pour avoir droit. Et comme elle avait 18 mois, je dis que même s'ils ne veulent pas payer, je vais y aller pareil. Ben, j'ai été voir à une école de dessin général et j'ai vendu ma salade. J'ai été acceptée malgré la longue liste d'attente. Finalement, j'ai fait un DEP en dessin général et aujourd'hui, je suis dessinatrice industrielle et je gagne 70 000 par année et je n'ai jamais manqué de travail. Alors oui, le DEP est un très bon choix et je gagne bien ma vie. C'est intéressant, ça? Tabarnouche. Oui. Alors, talent individuel et qu'elle a mobilisé pour s'épanouir et arriver à une réalisation. C'est bizarre que Facal reproche précisément à cette dame-là d'avoir fait ce qu'elle a fait. Facal peut déraper à l'occasion. Alors, bravo. Et c'est ça, une société forte regorge de talents et d'individus qui réalisent leur talent. Tu sais, t'es pas parti pour ça, là. Famille d'accueil toute son enfance. Oui. Alors, pour répondre à ta question tout à l'heure, oui. Génétique. Génétique et un minimum de chance. La génétique, c'était pas nécessairement son père et sa mère, parce que c'était en famille d'accueil, ça ne veut pas dire qu'il était adéquat, là. Non. Génétique exprimée. Alors, génétiquement, elle est porteuse d'une force intérieure. Et ça, la force intérieure, la stamina, c'est transmis par les gènes. Vous pouvez avoir 2 parents feluettes qui vont avoir un enfant fort intérieurement.
c'est l'autogénétique. Puis vous pouvez avoir 2 parents forts qui vont avoir engendré un énorme foluette. Fait que la génétique, elle vient peut-être du grand-père Voilà. ou de la grand-mère. Des 2 côtés. Alors, les parents, on est porteurs, comme adultes, d'un paquet de gènes non exprimés. Si un de ces gènes-là rencontre chez l'autre son pendant, il pourrait s'exprimer. Et c'est ça qui est arrivé? Oui. On va parler avec Nadine qui nous appelle de Lévis. Bonjour Nadine. Oui, bonjour. Je vous appelle d'un cellulaire. Je m'excuse. J'espère que la ligne va être bonne. Oui, allez-y. allons-y. C'est jusque-là, ça va bien. D'accord. Oui. Donc, moi, mon histoire, c'est un peu semblable à l'autre, au message que vous avez reçu. Moi, à l'âge de 5 ans, mon frère avait 4 ans, on a été placés en famille d'accueil. Oui. Et puis, on a été barouettés. Là. Je vous dirais, on a changé souvent de famille d'accueil. Combien au Jusqu'à ce total, qu'on soit à peu près combien au total, là? Moi, 6, mon frère au moins 9. Et Parce qu'on Bon. était séparés à un moment donné, à une certaine époque. de oui. quel âge à quel âge, Nadine? Hein? Vous voulez dire quand j'ai été placée? Oui. Jusqu'à 16 ans. De 5 à 16. Oui. Alors, 6 fois. Mhm. Ça devait pas être évident, sérieusement. Ma 3e année, si je vous disais que j'ai fait 4 écoles, pour ma 3e année, là, je m'en rappelle tellement. Là. Oui. Puis c'était quoi la Donc- problématique, Nadine? On va poursuivre après, là, mais c'était quoi c'est pourquoi vous étiez en Ah, famille d'accueil et que ça changeait aussi souvent? En fait, les travailleurs sociaux se déplaçaient, ils venaient voir. Donc, on avait une dame qui battait mon frère. Moi, j'avais pas de sévices. Moi, on m'a laissé là. Mon frère est parti. Par la suite, c'est moi qui ai été battue. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Une autre dame, elle, c'était juste le chèque qui est important. Là. C'était du ballonné avec des patates. Ouais, en tout cas, peu importe. OK. C'est derrière. Mais tout ça, je voulais en venir Oui. qu'à la fin de mon primaire, moi, ce que je voulais faire, je voulais être éducatrice spécialisée. Oui. Moi, je viens de la génération X. Donc, C'est-à-dire, vous avez quel âge? Là, chez moi, le X, là, vous avez quel âge concrètement à l'heure actuelle? 47 ans. Vous avez J'ai 47? 47 ans. 30, pardon? Oui. 37? 47 ans. 47. 47. Oui. Continuez. Donc, au cégep, dans le fond, quand j'ai sorti, j'avais une bonne moyenne. Une bonne moyenne. Je suis pas très, très assidue à l'école. Là. En tout cas, j'ai une moyenne générale de 75. Donc, Oui. pour moi, je considérais que j'avais une bonne moyenne pour entrer au cégep en Oui. éducation spécialisée. Oui. J'ai été refusée 2 fois. Oui. Puis, j'ai été très frustrée. Mhm. Donc, ce que j'ai fait, je me suis virée vers le DEP. Oui. Je voulais être monteur de ligne. Oui. J'avais un conjoint qui était extrêmement jaloux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai abandonné l'idée. Ouais. Et j'ai décidé d'aller étudier en secrétariat en comptabilité. Oui. J'ai travaillé dans ce domaine environ 4 ans et demi. Mhm. Entre-temps, j'ai laissé le conjoint. Mon cœur était encore pour les métiers non traditionnels, Oui. au niveau des DEP. Donc là, je me suis ramassée. J'avais un enfant avec moi. J'avais plus le conjoint, heureusement. Je suis allée étudier en région avec mon bébé. Oui. Et puis, en mécanique industrielle. Oui. En mécanique d'entretien industriel. Oui. Donc, à l'école, je vais vous dire, j'en ai bavé, là. Tout, peu importe, là, les gars, là, ils ont tout fait pour me faire chier au cube, là, tout le Puis en temps, plus, là, vous deviez être dans les premières femmes à être dans ces métiers-là. Là. Ouais, tout à fait. Ouais, Tout ouais. à fait. Tout à fait. Surtout les cours qui demandaient des logiques séquentielles, logiques combinatoires, les mathématiques, etc. Là, je performais, là, mais vraiment, là. Ouais. C'était des 100% là, là-dedans. Par contre, il y avait d'autres cours, j'avais un peu plus de difficultés, mais j'y allais le soir, puis je me pratiquais, je voulais vraiment réussir. Oui. J'ai fini par réussir. Pour moi, c'est important de démontrer à mon fils d'aller jusqu'au bout là, de notre passion, ou d'aller jusqu'au bout là, de ce qu'on aime. Là. Fait que c'est ça, j'ai fini par réussir. Oui, vous avez réussi quoi? Vous avez travaillé dans quoi? J'ai réussi à aller travailler en mécanique d'entretien industriel. Oui, et? Et, en fait, j'ai eu un deuxième enfant. Et puis, j'ai décidé que je resterais à la maison un certain temps avec mon bébé. Lorsque c'était le temps de retourner au travail, c'était un travail où on avait une pagette, qu'on était sur appel. Oui. Là, je trouvais ça un petit peu plus compliqué parce que je pouvais faire des 12 heures. Puis, avec un enfant, il y a moyen de se revirer de bord.
s'organiser. 2 enfants, ça devenait un petit peu plus corsé. Oui. J'avais un conjoint qui était toujours, qui était sous à l'époque, là. Et je pouvais pas dire que je quittais pour mon travail, puis que s'il arrivait quelque chose aux enfants... Racontez, j'ai hâte de savoir comment ça a évolué. Ça a évolué que finalement, j'ai décidé que je resterais à la maison avec mon plus jeune. Mon plus vieux commençait l'école. Oui. Et puis, j'ai pas retourné en mécanique industrielle. Tous les jours, je passe devant la raffinerie puis je me vois tellement travailler là. Oui. Maintenant, je travaille comme technicienne en pharmacie. Je gagne environ 55 000 par année. J'aurais jamais pensé. J'ai appris sur le tas. Quand même. J'adore mon travail. Mais je vous dirais que tous les jours, je passe devant la raffinerie, 5 jours semaine. Nadine, puis mon cœur est là. Je me vois Nadine, mécanicienne là, mais en tout cas. Nadine, oui. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une raison inconsciente qui vous a poussé vers des métiers d'hommes? Peut-être. Et ça pourrait être quoi? C'était quoi le défi de faire suer autant d'hommes? Alors que vous avez ramassé des crottés comme conjoint. Oui. C'est quoi le problème que vous avez avec les hommes? Ils viendraient d'où? J'ai aucune idée. J'ai toujours ramassé des gars qui étaient dépendants de quelque chose. Oui, ça sonne ça. Mais ça vient d'où? Ça doit être du manque affectif de mon père, peut-être. Parlez-nous de votre mère. Ma mère, dans le fond, elle avait 2 travails. Mon père prenait de la drogue, prenait de la boisson. Il voulait pas aller travailler. Il exigeait de ma mère qu'il y ait une gardienne qui vienne à la maison. Mon père s'amusait avec les gardiennes. Oh. À un moment donné, mon père, il nous a ramassé, mon frère puis moi, puis je sais pas quelle drogue il prenait, mais il en a eu assez. Puis à cette époque-là, dans les début des années 70, le père avait un certain pouvoir encore. Il nous avait donné, dans le fond, ça s'appelait la sauvegarde de l'enfance. Il avait été mis porté. Puis il avait dit, je les donne, puis tout ça. Puis maman, quand elle est revenue à la maison, on n'était pas là. Et puis, elle est allée à la sauvegarde de l'enfance. Mon père avait dit que ma mère était folle, qu'elle était dépressive, puis elle ne pouvait pas s'occuper des enfants. Nadine, comment vous trouvez mère. ça, une mère qui fait des enfants et qui s'en occupe pas? Personnellement, je trouve ça un petit peu hilarant de voir des femmes qui laissent leurs enfants à des garderies et qui partent travailler. Pour moi, là, je trouve ça... je l'ai fait avec mon premier, puis mon deuxième, je voulais pas ça, et c'est ce qui est arrivé. Est-ce qu'il est possible que vous ayez utilisé les hommes comme prétexte à défoulement d'une carence maternelle épouvantable? Je saurais pas vous dire. Non, je pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Sincèrement. Non, je l'ai fait inconsciemment, là. Oui, à réfléchir. C'est pas un reproche, là. C'est pas un reproche que je vous fais, Nadine. Ouais. Parce que vous avez vécu la misère humaine, mais dans la misère, on essaie de survivre comme on peut. Hein? Ouais. Mais bravo. Tout à fait. Hey, bravo, puis merci beaucoup bravo pour de la nous force avoir intérieure. appelés, Écoutez, c'est génétique, vous l'avez utilisé, puis espérons continuer à encaisser votre salaire annuel. Je l'ai Mais Doc, je continue rapidement, là, parce qu'encore là, il faut aller à la pause avant d'aller à Lévis parler avec Patrick, mais son père, il est allé les donner. Là. Son père, il s'amusait avec les gardiennes. Son père, il était drogué. Oui. Puis vous revenez à la mère. Le père, c'était quand même un crotté. Là. Il est allé... Pour un enfant, l'abandon, il est total. Son père l'a donné. Là. Oui. Mais vous revenez quand même... Oui, mais qui s'est pas occupé des bébés? Qui a eu les bébés puis s'en est pas occupé? C'est le père. Il en voulait pas de bébé, c'était toxicomane, un trou de cul. La mère fait des bébés avec un trou de cul puis elle laisse les bébés là. Allô? Mais la haine de l'homme, elle vient pas plus de un père inadéquat qui était pas présent, qui avait pas d'affection, qui avait pas de colonne, qui avait pas de tout ça. Oui, mais elle a tout mis. Elle a mis la carence maternelle sur le dos du bonhomme. Le bonhomme, lui, il a copulé la bonne femme, puis il était toxicomane. Elle laisse les bébés, puis en plus, elle va chercher une gardienne pour le toxicomane. Il a abusé de toutes les gardiennes. Mais ça veut dire que dans la vie d'un enfant, là, le père aura beau, moi je vais le dire, là, être le pire trou de cul, là, si la mère est adéquate, il n'y aura pas de séquelles. Beaucoup moins. Ben oui, beaucoup moins.
La mère a engendré des bébés, elle les a dompés au père trou de cul qui copulait les gardiennes. Mais le pire père, là, si la mère reste droite, affectueuse, chaleureuse, puis s'intéresse au développement de son enfant, l'enfant, il n'y aura pas de séquelles. Si la mère est adéquate, tu peux être sûr que le trou de cul va sortir vite. Et à l'inverse, si le père est parfait, là, il est vraiment présent, puis juste correct, puis que la mère, elle, est inadéquate, tout est sur les épaules de la mère, finalement. Non, attends un petit peu. C'est qu'il y a des pères qui peuvent être maternants de façon adéquate. Oui, j'en ai vu. C'est rare. Fait qu'ils peuvent combler les lacunes de la mère. Oui. Et non pas en tant que père, en tant que substitut maternel. De temps en temps, il y a des hommes qui sont bons à materner des bébés, mais c'est rare. Okay. On va aller à la pause. Continuer, c'est hyper motivant. Vraiment, là. Tu sais, des fois, là, moi, j'entendais du monde se plaindre de la température d'un matin. Je peux-tu vous dire qu'après entendre des histoires comme vous nous racontez, que la pluie, on s'en fout un peu, hein? Ben, voilà. C'est ça. Prétexte. Alors, la pluie peut être un prétexte. On va à la pause. Qu'avez-vous réussi envers et contre tous? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Qu'avez-vous réussi alors que vous aviez le vent dans le visage, là, alors que vous n'étiez pas là, prédisposé à réussir? On va parler avec Patrick de Lévis qui est avec nous. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Patrick. Merci, salut vous deux, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour Patrick. Ouais, enchanté. Écoutez, moi c'est sûr et certain que c'est un peu la même histoire que les deux précédents. Donc, j'ai été placé en famille d'accueil à partir de l'âge de 2 ans. Puis par la suite, placé jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai fait à peu près 6-7 familles d'accueil. Puis pourquoi vous avez été placé? Moi, ça m'intéresse de savoir ça. Hein. Ben oui, puis c'est correct. Ben écoute, j'étais hyper actif. Puis moi, c'est ça, ma mère était vraiment malade. Puis mon père, lui, ben c'est ça, il travaillait à l'extérieur pour faire le plus possible de sous. Malade dans le sens de santé mentale ou physiquement? Oui, okay. santé mentale. OK. Ouais. Puis à un moment donné, où je manquais d'encadrement. Oui, Patrick, attendez un peu là. Avant que vous alliez plus loin, je préviens les auditeurs que vous étiez bébé lorsque vous avez été placé en famille d'accueil. Et la première raison que vous avez invoquée pour avoir été placé, c'est que j'étais hyperactif. Oui. Non. C'est plus tard que c'est devenu un problème, comme vous à 2 ans. Vous n'avez pas été placé à 2 ans parce que vous étiez hyperactif, Patrick. Non. Qui vous a vendu cette salade-là? Qui vous a Non. Mais comme je dis, Dr Mayou, à l'âge de 2 ans, c'est sûr que je n'étais pas hyperactif. C'est pas la raison à 2 ans qu'on place un enfant. Voilà. Ça, c'est la raison, c'était plutôt que ma mère était seule et avait de la difficulté à s'occuper d'elle-même. Donc 2 enfants en plus, c'est ça. C'est un peu moi que parce que ma soeur est un petit peu plus vieille, donc plus responsable. Tandis que moi, j'étais un bébé, là, tu sais, il fallait prendre soin de moi. Donc, et quel âge avez-vous, Patrick? J'ai 31. 31 ans. Et votre mère, évidemment, la pilule anticonceptionnelle n'existait pas, le stérilet n'existait pas. Ouais, mes parents étaient amoureux dans le temps qu'ils m'ont eu, c'est sûr et certain, mais il y a des choses qui se sont produites par la suite. Patrick, êtes-vous sérieux? Vous avez été conçu dans l'amour? Mais oui, Dr Mayou. C'était quoi la problématique de santé mentale de votre mère, Patrick? Écoutez, c'est un peu de bipolarité. C'était difficile à saisir dans le temps. Patrick, est-ce qu'elle a déjà été hospitalisée en psychiatrie? Oui, absolument. Bon. Est-ce qu'elle a déjà fait des psychoses? Oui. Parfait. Oui. Ça va être satisfaisant pour les besoins de la cause. Alors, c'est une femme qui faisait périodiquement des psychoses. Alors là, chez nous, la conception dans l'amour, là. Quelqu'un qui a un problème de santé mentale, il peut être en amour aussi. Non, mais psychose à répétition, là, on oublie ça. OK? Mais tu peux pas être en amour quand t'es... Avant de m'avoir, ma mère n'était pas nécessairement comme ça. Là. Mais oui. Elle vivait une vie de jeune femme. Elle nous a eu jeune. Elle avait 21, 20 dans ces coins-là. Là. Donc, c'est sûr. Mais en gros, c'était pas la raison pourquoi je vous appelais. Oui, mais ça marche pas. Vous êtes conçu dans l'amour, puis à 2 ans, vous êtes dompé d'une famille d'accueil.
L'amour n'a pas duré longtemps, au moins. Mais je revenais là, en passant. Oui, allez-y, Patrick, débattez-vous. Donc, c'est ça. Oui. J'étais en famille d'accueil. J'étais en Oui. centre d'accueil de l'âge de 10 à aller jusqu'à 14. En centre d'accueil, en prison, à 10 ans? Non, c'était pas... Hey, Dr Mailloux, vous resteriez surpris. Je ne sais pas si vous connaissez la BTB, mais à Rouyn-Noranda, il y avait un centre qui s'appelait le centre Dr Lemay. Puis ce centre jeunesse-là, c'est un centre hyper ouvert. L'été, on passait l'été sur un camp avec des éducateurs. On faisait des activités, un paquet d'activités même. Ah, okay. J'allais à l'école externe en plus, puis je jouais au hockey. Donc, c'est un très, très bon centre. Là. C'est pas un centre comme aujourd'hui. OK. Alors, c'est pas un centre d'accueil fermé. Non, exactement. C'est une ressource d'accueil ouverte, une espèce de pensionnat, là, l'équivalent des pensionnats. Ben, c'est vraiment un centre jeunesse. Là. Il y avait 3 différents types de groupes. Il y avait les groupes des filles, les groupes des gars, puis il y avait un groupe pour les personnes en santé mentale. Donc, il y avait... Puis là, est-ce qu'il y avait des portes fermées, des portes de métal fermées? Est-ce que les fenêtres étaient incassables ou si c'est... Est-ce que c'était une prison pour jeunes? Ben, je peux pas appeler ça de même parce que j'ai été dans un centre fermé puis c'est vraiment pas la même chose. Un centre fermé, il n'y a même pas de poignée ces portes. Là, c'est ça, exact. Vous êtes allé dans une vraie prison pour jeunes? Ben non, mais moi, oui, je suis déjà allé un mois de temps là, parce qu'il y a une famille d'accueil qui n'avait pas moins bien fonctionné malheureusement. Puis, à quelle place le centre fermé? Parce qu'il y a des auditeurs qui... À Val-d'Or? Il y a une prison pour jeunes, comme à Drummondville? Oui, à l'Étape. Oui. Ben, là, je sais pas si ça existe encore, mais dans le temps, oui. Des portes magnétiques en métal, là, puis vous devez faire des signes aux caméras pour qu'on vous ouvre la porte, là? Non, ben écoute, moi je suis pas sorti vraiment de comment je peux pas, de l'unité. Fait que je me rappelle pas vraiment, mais je sais que là je cogne pour sortir de ma chambre, donc ça me donne une idée. Sérieux, si t'arrives là, que t'es pas rebelle, tu ressors rebelle, c'est sûr, être en prison même. Non, ben c'est ça. J'ai été chanceux, écoute, Patrick, barreau dans les fenêtres ou fenêtres incassables? C'est trop loin. Je pense que t'as des fenêtres incassables là, en carreau. Là. Des petits carreaux, des fenêtres incassables. Ils ont remplacé les barreaux par des fenêtres incassables. Ça paraît mieux. Puis effectivement, c'est correct. Alors, on voit. Donc, ça, tout ça pour dire que j'ai pas eu j'ai pas eu la vie facile, malheureusement, mais j'ai été transféré d'école anglaise à école française à école anglaise, ce qui m'a permis de pas finir mon secondaire autant quand je suis arrivé à l'âge de 17 ans. Après ça, c'est ça, mon père a décidé de me prendre à l'âge de 14 ans. Donc, j'ai été vivre avec mon père pour la première fois. On a déménagé dans le coin de Laval. Et là, par la suite, j'ai commencé l'école anglaise et je suis retourné dans le fond, finalement, à l'école anglaise, parce que j'ai pas vraiment gradué, mais je me suis trouvé un emploi. Là, où moi, mon rêve, c'était de devenir chanteur, parce que je chantais au centre parce que j'aimais ça. Et puis, mon père trouvait ça drôle. T'sais, lui, il était comme, là, tu peux rêver si ça te tente. Puis, j'ai quand même poursuivi ça. C'est un peu ce que je veux lancer comme message aux auditeurs. C'est que lâchez pas, quand vous avez un rêve, même quand vous êtes jeune, allez-y, parce que moi, je suis allé 2 fois à Canadian Idol, puis 3 fois à Star Academy. C'est vrai? Puis la troisième fois à Star Ac, c'était en 2010, j'ai fait le top 25. Puis je me suis quasiment rendu à l'émission, mais malheureusement, ça a terminé pour moi auparavant. Mais j'ai vécu une superbe expérience. C'est vrai. Et là, qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie à 31 ans? Racontez-nous ça. Là, c'est ça. À 31 ans, mon rêve, c'était de continuer et faire de la radio. Donc, là, je voulais aller suivre le cours au CRTQ, mais malheureusement, on manque de fonds. Et l'autre chose, c'est qu'on manque de temps parce que je travaille à temps plein. Donc, de mon côté, Patrick, qu'est-ce que vous faites actuellement? C'est ça qui intéresse les auditeurs. Vous êtes rendu où? Vous faites quoi? Moi, je travaille à Lévis. Donc, je travaille chez Desjardins à Lévis, à temps plein. Et par la suite, là, je viens juste de me rentrer dans une radio communautaire au 96.9 à Lévis, puis je suis très fier de ça. J'ai poursuivi mon rêve. Patrick, vous êtes articulé. Où avez-vous appris à manier le verbe aussi facilement? Est-ce que quelqu'un vous a montré? J'ai écouté beaucoup. Je suis parfaitement bilingue aussi, mais j'ai écouté beaucoup d'émissions, beaucoup de télévision. Patrick, non, c'est un peu un piège que je vous teste. C'est un talent naturel. Et vous l'avez. Okay. Vous êtes articulé de nature. Alors, sur le plan génétique, il devait y avoir des placoteux dans vos ancêtres. Il y avait des... Bon. Mais à quoi attribuez-vous, parce qu'on sent la flamme en vous, là. Vous avez l'air passionné, là. Vous avez l'air même d'un esprit grégaire, je dirais. On pourrait pas, à vous entendre, dénoter l'enfance que vous avez eue, là. À quoi vous attribuez ça?
Mais c'est sûr et certain que je te cacherai pas, José, qu'en ce moment, c'est plus difficile. Je vois beaucoup de... Je vous ai appelé aussi dernièrement. J'ai compté un peu une partie de ma vie privée, puis ça s'est su par d'autres personnes qui ont écouté. Et j'ai mangé la claque. Ah oui? Donc là, j'essaie de faire attention quand je parle, oui. Mais c'est sûr et certain que de mon côté, je suis motivé parce que, bon, j'ai une petite fille, j'ai une maison, j'ai une conjointe qui m'aime, j'ai un travail, mais pour l'instant, j'ai quand même des problèmes à régler qui sont encore dans le passé. Dr Maillot, justement, m'avait conseillé de continuer à consulter ce que je fais. Je vois différents spécialistes. Bon. Et puis aujourd'hui, tranquillement, pas vite, on s'en sort, mais tu sais, je voulais juste lancer comme message. Oui, soyez prudents. J'en profite pour dire aux auditeurs, au lieu de mentionner l'endroit où vous travaillez, vous pouvez dire dans une institution financière. Parce que effectivement, votre voix est tellement facilement identifiable que tous ceux qui ont écouté l'émission à Lévis savent que... En tout cas, aujourd'hui, vous ne pourrez pas manger de claques, ils pourront vous féliciter de votre cheminement. Hein? On va dire ça, Patrick. Puis s'il y en a qui chialent, vous leur direz qu'ils nous appellent. Merci. Continuez. Là, on lâche pas. Oui, merci beaucoup. Puis bonne chance. La radio, c'est un très beau métier. Alors, on va aller à la pause là-dessus. Au retour, on s'en va à Asbestos. Nous allons parler avec David. Qu'avez-vous réussi contre vents et marées? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ah, j'aime ça vous lire, c'est incroyable, mais on préfère vous parler. Alors, aujourd'hui, qu'avez-vous réussi contre vents et marées? On a un auditeur qui écrit et dit « J'ai une belle histoire et c'est la mienne. De 5 à 9 ans, j'étais en famille d'accueil, un bon modèle. Après, retour avec ma mère monoparentale sur le BS qui sortait de prison, qui vendait de la drogue, consommait beaucoup PCP, mescaline. De plus, mon frère handicapé intellectuel venait rester avec nous que je ne connaissais pas. J'ai toujours eu de la difficulté à l'école, doublé 2 fois au secondaire. J'ai arrêté l'école pendant 1 an. J'étais un voleur à l'étalage et j'aimais ça. À mes 17 ans, je suis entrée dans l'armée, la réserve infanterie, pendant 4 ans. Je suis retournée à l'école pour adultes pour faire ma chimie et physique secondaire 5, cégep en sciences de la nature et par la suite, j'ai terminé mon bac en biochimie à mes 27 ans. Je travaille dans une université, j'ai une maison, 2 enfants et je suis présent pour eux. PS, j'ai connu mon père à 37 ans, j'en ai 43. Il y a du vécu là-dedans, là. C'est incroyable. Porteur d'espoir. Vraiment. Origine modeste, bonne génétique, espoir. On va parler avec David qui nous appelle d'Asbestos. Bonjour, David. Bonjour. David. Oui. En fait, j'ai tellement d'idées, pas d'idées, de souvenirs. Je vais en nommer un, comme vous dites, quelque chose qui était très le vent dans le visage. Alors, c'était mon meilleur ami d'enfance. Je nommerai pas de nom. Il y avait des problèmes à cause que c'était quelqu'un de très haut placé dans les gangs de rue. Et une fois, il y a eu cette personne qui est revenue à son domicile. Ils étaient environ, sans exagérer, même que je vais minimiser, parce que j'avais l'impression que c'était une armée qui débarquait dans la rue. Ils avaient environ 100 noirs qui voulaient le tabasser, puis tout le monde a fui, puis moi je suis resté debout devant sa maison pour le protéger. Disons que j'ai été très chanceux parce que la personne qui dirigeait ce troupeau, on a vu que j'avais une sacrée grosse paire de couilles, fait que je n'ai rien eu. Et grâce à ça, ça lui a sauvé la mise de pas avoir des membres qui disparaient, disons, parce que c'était une réputation de ce groupe qui faisait. À part ça, je pourrais en nommer d'autres. Je suis quelqu'un qui a tout le temps été aimé se promener d'un bord à l'autre. Alors, me promener à Montréal, je viens de Montréal-Nord, dans les rues, j'ai vu énormément de choses. À chaque fois, je rencontrais une fille qui était entourée de plusieurs hommes qui voulaient la maltraiter. À chaque fois, je n'ai pas perdu un seul combat, mais je n'ai pas non plus fui les choses comme ça que j'ai déjà vues. Je suis tout le temps allé donner une petite leçon aux gens qui se permettent de profiter des gens faibles. Et vous, quand vous êtes... Oui, quel âge avez-vous, David? Là, présentement, j'ai 29 ans bientôt. 29 ans. Dans quelques semaines. Puis quand vous étiez jeune, avez-vous été protégé? Du tout. Moi, en fait, quand j'étais jeune, j'ai passé, je dirais... tout le temps mon temps dans une pièce fermée avec rien.
On me lançait des gamelles de nourriture. Il fallait même que je pisse puis que je fasse mes besoins dans un coin. Sinon, je me faisais encore plus punir en faisant la chaise humaine pendant des heures et des heures. Des fois, j'en faisais pendant 3 jours d'affilée sans arrêter. Je mangeais, je faisais la chaise. Sinon, ça, c'était dans votre environnement familial, David? Oui, ça reste dans mon environnement familial. Mes parents n'ont jamais levé la main contre moi. Ils le faisaient contre mes autres frères et sœurs, par contre. Moi, j'obéissais au doigt et à l'œil pour ne pas avoir à subir des coups. Ce que je n'ai pas reçu parce que j'obéissais tout le temps. Oui, mais vous étiez enfermé. C'est de la maltraitance totale, là? Oui, mais je parlais jamais. J'étais jeune, je ne parlais pas du tout. Je gardais tout pour moi. Je savais pas qui pouvait m'aider. Qu'est-ce que vous avez comme scolarité? J'ai presque mon secondaire 5 qui est juste pas complété, là, mais en quelque sorte, on peut dire que j'ai un secondaire 5. Là. Ce n'est pas un problème. J'ai travaillé pour une centaine de compagnies. Là-dessus, il y a beaucoup de compagnies comme Nestlé Waters qui ont réinvesti 1 million où je travaillais. J'avais carte blanche avec 1 million d'investissements pour agrandir la compagnie. Puis ça a fonctionné. J'ai fait passer le rendement à x3 les profits. C'est pas la seule place que j'ai fait ça. Je l'ai fait énormément souvent. Puis qu'est-ce qui explique que vous restez pas longtemps à un même endroit? Je ne sais pas, je cherche toujours là où est-ce qu'il y a des problèmes pour les régler, je dirais. Ou dans ma vie, je n'ai absolument personne qui m'entoure, qui porte réellement un vrai intérêt. Je n'ai absolument personne à qui parler et confier quoi que ce soit. Vous êtes isolé? Et là, actuellement, vous faites quoi dans la vie, là? Présentement, là, j'ai du chômage, puis j'élève mes 2 enfants, mes 2 belles filles. C'est mon plus grand rêve. C'est ce qui m'allume le plus sur Terre. C'est pour ça que... Avez-vous une conjointe, David? Oui, j'ai une conjointe. Puis elle n'est pas là pour les enfants? J'aimerais pas en parler. OK. Excellent, David. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. On passe à notre appel. Mm-hmm. On va parler avec Suzanne qui nous appelle de Québec. Bonjour, Suzanne. Allô? Oui, bonjour, Suzanne. Bonjour. Alors, c'est ça, moi, j'ai pas fait de famille d'accueil, en fait. Là, je viens plutôt d'une famille dysfonctionnelle, en plein centre-ville, dans les années 70-80. C'est quoi dysfonctionnel pour vous? Ça se répond à coups de poing, de claque. C'est vraiment, c'était rough, là, tu sais. Vraiment violent. Puis, moi, je m'étais mis dans la tête, depuis que j'étais petite, je me disais que j'étais atterrie dans la mauvaise famille. J'ai toujours pensé que c'était trompé de bébé à pouponnière. Oui. Fait que ce que j'ai fait, je me suis mis des œillères puis je suis partie en ligne droite. Parce que j'aurais pu faire comme mes amis, là, tu sais, mes amis de filles qui étaient danseuses nues à 16 ans, avoir un bébé à 15 ans. J'aurais pu faire ça, mais je me suis jetée dans le sport. À 16 ans, je suis partie à l'extérieur pendant 4 ans. À 19 ans, je gagnais 28 000 par année en 1989. Puis vous faisiez quoi pour gagner ça? Avec un secondaire 5. Puis c'était quoi votre travail pour gagner ça? Je travaillais dans une compagnie d'assurance, j'ai travaillé dans un club de golf privé. J'ai jamais manqué d'argent. Jamais. Et là, vous en êtes où, là? Là, je travaille avec les personnes âgées, puis mon salaire est de 89 000 par année. J'ai une maison, j'ai des enfants. Oui, qu'est-ce que vous faites avec les personnes âgées? Vous gagnez 89 000, vous? C'est moi qui loue les appartements. OK. Vous hébergez. Gestionnaire. Salaire de base plus commission. Ouais. Et vous ne manquerez pas de travail, hein, avec la population vieillissante. Vous n'êtes pas prêt d'en manquer? C'est ça. Fait que moi, je me dis là que pour avoir grandi en plein centre-ville de Québec dans ces années-là, où il y avait juste de la violence, de la drogue, j'aurais pu tomber dans la drogue aussi, là. Êtes-vous encore en contact avec votre famille? Pas du tout. Que vous avez vraiment tracé un trait, là. Quand vous êtes parti, vous n'êtes pas revenu. Ben oui, je suis revenue une couple de fois, mais à chaque fois, j'étais déçue, puis je me disais, my God, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça m'a pris du temps, ça m'a pris jusqu'à temps que je me fasse faire mal bien comme il faut, puis que je me fasse écraser par la mère supérieure, là. Puis ça a été quoi, cet événement-là? Ça a été que ça soit immiscé dans l'éducation de mes enfants. Ça, c'est inacceptable. Oh! Elle a péché. Oui. Puis ça n'est tout l'homme.
Ah oui? Oui. Elle, moi, je l'appelle le gourou avec sa secte. Oui. Et qu'est-ce que vous aviez... Mes sœurs la oui. suivent. Oui. Qu'est-ce que vous aviez Avec à une lui larme. reprocher? Oui. Qu'est-ce que vous aviez à lui reprocher à cette grande dame? En fait, moi, j'avais un père alcoolique, là, tu sais, qui menaçait tout le temps de nous envoyer au monde ouvert. Il nous courait avec des couteaux. La journée qu'il m'a touchée, j'ai informé ma mère, puis elle me dit « Va jouer dehors ». La journée qui vous a touché, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous a donné un coup de couteau? Non, il m'a touché physiquement. Là, il voulait probablement aller plus loin de taponner. Fait que la journée que j'ai... Vous aviez quel âge quand il s'est essayé à vous taponner? J'avais 10 ans. Oh! Puis votre mère a juste dit « Va jouer dehors ». Va jouer dehors. Oui, et Suzanne, oui, mais attendez un peu, là. À 10 ans, qu'est-ce que le bonhomme voulait taponner, d'après vous? Ben, il s'était mis 2 mains dans mes culottes. Ah! Dans vos petites culottes? Ouais. Oh! Puis quand j'ai dit ça, elle m'a dit, va jouer dehors, puis elle est partie jouer au bingo. Puis la gardienne qui arrivait, c'était un gars. Le voisin d'à côté, qui était un vendeur de drogue, qui battait tout le monde dans le quartier. Puis il nous a fait déshabiller pour nous habiller dans le bain, comme si j'avais besoin de ça en plus, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Moi, je trouve qu'elle n'a pas fait sa job correctement. Vous pensez? Alors... J'essaie de pas refaire ça. Tu sais, quand tu te lèves pour le aller matin, au bingo, on prend un petit voisin qui vend de la drogue. Oui. Elle venait d'où, cette femme-là? Elle était née où, elle? Ça sort d'où, ça, cette bonne femme-là? Ben, elle sortait du bas du fleuve, là. Ah oui? Elle venait dans le petit village au bas du fleuve, puis elle était montée à Québec. Mariée avec un citadin qui est complètement disjoncté, là. OK. Puis ça a quand même fait 7 bébés un arrière de l'autre, là, tu sais. 7 bébés? Êtes-vous la seule qui vous en êtes sortie? Oui. Oui. Et les autres, tous les autres, combien sont sur l'aide sociale? Ah, je ne peux pas vous dire, ça fait 6 ans que je ne les ai pas vus. Mais il y a 6 ans? Il y a 6 ans, il y en avait un en prison. Oui. Il devait en avoir 3 ou 4, là. 3 ou 4 sur l'aide sociale. Oui. Oui, c'est la misère sociale. Suzanne, chapeau à vous. Bravo. Mais, merci à votre génétique. Il y avait des bons gènes qui traînaient dans le bas du fleuve puis à Québec. Ah, puis probablement, c'est ça que je me dis. Là. Oui, c'est l'autogénétique. C'est l'autogénétique. Alors, la génétique a primé sur l'environnement légèrement défavorable. Ben c'est ça, parce que j'étais pas, on n'était pas forcé d'aller à l'école. J'aurais pu arrêter l'école à 12 ans si je voulais. Oui. Puis j'ai quand même pas, je suis pas allée à l'université, là. Hein? J'ai fait secondaire 5. Légèrement débrouillard avec les personnes âgées avec 89 000, là. Oui. Comment ça te doublé, ça, cher? À 19 ans, dans 89, je gagnais 28 000 $ par année. Oui, je l'ai noté, 28 000. C'était pas mauvais. C'était bon. J'ai passé en Europe, 4 ans à Toronto. Yes. Ouais. Merci, on continue, Suzanne. on lâche pas. Bye. Merci, au revoir. C'est ça, de la stamina aussi? Oui, ça fait exactement, c'est ça. Il y a une force intérieure qui est contre vents et marées. Oui. Hommes et femmes. Ouais. Et ça n'a pas de genre, la stamina. Hein? Cette force intérieure-là, la force de caractère, n'a pas de genre. Il y a des femmes qui sont indestructibles, il y a des hommes qui sont indestructibles, peu importe la force du vent. On va à la pause. On veut vous entendre. Qu'avez-vous réussi contre vents et marées? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. L'argent, hein, ça revient souvent, les gens qui nous écrivent leur réussite. Ils mesurent leur réussite à leur salaire. Avez-vous remarqué? Ben oui. Ce qui est tout à fait normal. Mais la réussite, ça peut être autre chose aussi que le salaire. Moi-même, en passant, je mesure mon salaire. Ça, je le fais, moi aussi. C'est un indice, c'est une marque. José. Puis je trouve que j'ai pas encore assez réussi d'ailleurs. Là, on renégociera ça. Tu as déjà vu des pauvres épanouis? Non, mais tu peux avoir réussi un épanouissement personnel. Oui, mais disons que c'est pas fréquent. Être pauvre, avoir réussi à s'épanouir, à se réaliser, puis être pauvre. Hey, on fait-tu une petite question Spring? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait.
La réussite, elle commence à quel salaire? On fait ça? Là, oui, on peut le faire. Juste pour voir. Moi, c'est assez haut, moi. Ouais. Moi, c'est assez haut. Mais il y en a qui gagnent 50 000. La moyenne au Québec, le revenu médian, je pense, c'est 33 000. C'est encore ça? Moi, les dernières fois, j'avais fait des recherches, c'était 33 34 000. Fait que si tu gagnes 50, t'es en haut de la moyenne, là. Tu sais, Olivier, on va faire une petite question spring. Donc, selon vous, là, à partir de quel salaire on peut dire que vous faites un bon salaire? Vous écrirez ça comme du monde, là. Vous trouverez une belle formulation pour l'écrire, là. Mais c'est quoi le salaire? À partir de quel montant, quel salaire, vous pouvez dire que, hey, cette personne-là a réussi? C'est très variable, hein? Ça va être c'est pour ça que je trouve ça intéressant de poser la question aux gens. Maintenant, de prétendre qu'on a réussi alors qu'on est pauvre ou très pauvre, c'est difficile, là. Ça devient un petit peu plus ardu. Oui, tu vas il y en a dire... qui font de la simplicité volontaire et qui sont super heureux. Nous, on pense avec nos valeurs à nous, là. Vous, sur une île déserte, pas d'électricité, puis pas ça marcherait pas, hein? OK, on va continuer au téléphone. On va parler avec Daniel de Sherbrooke. Bonjour, Daniel. Bonjour à vous deux. Merci pour vos bons sujets. C'est toujours apprécié à écouter en tant que camionneur. Merci. Oui, bienvenue, Daniel. Écoutez, j'écoutais ce qu'il se disait ce matin, puis j'étais un peu abasourdi parce que pour moi, ma réussite, c'est pas une question monétaire, là. Je gagne bien ma vie. Moi, ma réussite pour moi, c'est d'avoir réussi à m'occuper de mes fils malgré vent et marée, puis malgré le bagage que j'avais personnellement de mes carences. Puis d'avoir été là pour mes fils, là, ça me touche vraiment. Tu sais. Vous en avez combien de ça, là, de ces fistons-là? Moi, j'ai 2 fils, puis... qui ont quel âge, là? J'en ai un de 26, puis un de 21, puis c'est moi qui les ai éduqués malgré mon métier. Puis... ils n'ont pas eu de mère? C'est vous qui les avez accouchés, puis vous avez pris en charge le... Elle mes a dompé sur le perron, Doc Mayou, fait qu'il a fallu que je m'arrange avec le... Oh, OK. Avec ça, là, on va être assez direct, là. J'ai choisi la mère qui ressemblait à ma mère, là. OK. Je veux dire, j'ai choisi une pareille comme ma mère, qui... Je veux dire, c'est moi qui suis occupé de mes enfants. Puis oui, et elle vous les a dompés à quel âge sur le perron de la porte? Le premier, il avait 9 ans, puis le deuxième, il avait 11 ans. À l'âge où il était capable de pas vivre sa vie avec ses chums, là. Ouais, ben c'est... Oh! Qu'est-ce que vous venez de dire là? Ben, disons que dans la situation familiale qu'on t'a pris, il y avait une séparation qui n'était pas facile entre moi et elle, où j'assume une responsabilité. Parce que je trouvais ça dur, mais d'un autre côté, madame s'est accoquinée tout de suite avec d'autres personnes, un autre homme, puis les enfants ont été comme en réaction aussi. Puis ce qu'elle a préféré faire, c'est d'en domper un chez nous. Ouais. Puis l'autre, ça a été peut-être 3 ans après le 4e homme qu'elle avait dans sa vie. David, honnêtement... Daniel, s'il vous plaît. Excusez-moi, Daniel, entre nous trois, comment vous avez trouvé ça quand vous avez su qu'elle copulait avec un autre? Hey, j'ai été tout un candidat idéal pour aller consulter le Doc Mayou, là, ça c'est clair, là, je veux dire... Non, j'ai trouvé... écoutez, ça a été... Bon, pour faire une histoire vite et courte, là, je me suis séparé 14 fois en 13 ans avec cette femme-là. Hey. J'avais quelque chose à régler là, sérieusement, OK? Oui. Mais quand c'est arrivé que mes enfants, mon fils le plus vieux est arrivé chez moi, j'avais déjà pris conscience, écoutez, je m'étais ramassé moi-même en psychiatrie. J'ai pas peur d'en parler ouvertement aujourd'hui parce que je suis fier de ça. C'est là que j'ai pris la peine d'aller plus à profondeur, me dire pourquoi je retourne toujours dans cette situation-là. Oui. Suite à cette prise en main-là, on dirait que la vie, elle m'a dit, ben regarde, maintenant que tu es capable de prendre soin de toi, tu vas être capable de prendre soin de tes fils puis me les envoyer. C'est comme ça que je le perçois. Ouais, OK. Mais ça n'a pas été de tout repos parce que, à travers mes fils, il a fallu... écoutez, là, je vais vous dire à quoi, là, c'est dur pour moi, là. À travers mes fils, il a fallu que j'accepte ce que j'étais pas capable d'accepter de la mère parce que mes fils l'avaient en eux. Ça a été un gros travail pour moi, ça. C'est encore aujourd'hui. À quoi vous référez? Qu'est-ce que vos fils avaient en eux que leur mère avait? Qu'est-ce que vous dites? Ses défauts, ses qualités. Il y a bien des défauts qui me tapaient ses nerfs. Quand c'est arrivé que les enfants, il a fallu que je gère ça puis dire, bon, qu'est-ce que je fais passer au travers au lieu de l'envoyer du revers de la main? Oui. Ça, premièrement, de réaliser moi-même pourquoi ça m'affectait, d'abord. Hey, mais séparer 14 fois, là,
Vous l'aviez dans le compas, cette femme-là? Non, ça devait être bon au lit. Attends, parce qu'il y a une histoire en arrière de ça. Moi, j'avais jamais eu de famille normale, là. J'ai jamais eu de paranormal, crime. J'ai eu un père qui s'est fait tirer par la police d'un vol à main armée. Je sais pas c'est quoi vivre avec un père et une mère. Fait que quand j'ai eu une blonde, puis moi, je pensais que c'était tout mon univers, puis je voulais donc pas que mes enfants vivent ce que j'avais vécu. Fait que, moi, quand elle me disait que j'étais pas correct, ben là, j'essayais de changer quelque chose. Puis j'essayais de changer ça à chaque année, sauf que jamais que j'ai pris conscience que j'étais dans une relation malsaine, là. J'étais une tête dure aussi, là. Ouais, vous venez de loin. Comme ça, votre père s'est fait tirer par la police. Il avait quel âge quand il s'est fait tirer lors d'un vol à main armée? 39 ans, puis j'avais 16 ans, puis je peux vous dire, moi, j'ai jamais connu mes parents ensemble. Je me suis ramassé avec mes grands-parents par obligation. Oui. Puis, mais dans quel coin de la tribu ça se passe, ce rock'n'roll-là? Montréal, là. C'était à Montréal. Puis, il en est-tu décédé, votre père, ou bien il était en prison? Oui. Ah, il est décédé par balle. Il est décédé. Oui, c'est moi qui ai tout identifié la moque, tout avec mon oncle. Puis, ça m'a marqué à vie, ça. Même encore aujourd'hui. Mais je suis correct, là. Je suis rétabli, mais disons que ça a pris beaucoup de place parce que moi, j'ai rentré dans un personnage que j'étais quelqu'un d'autre, au fond, vu que mon père, ils avaient vécu ça, puis ça avait passé dans les médias. J'ai plongé dans la marde, comme on dit. Là. Mais à 22 ans, justement, j'ai rencontré la mère de mes enfants. Oui. J'en ris, là, mais là, je pensais que la vie, c'était ça. J'ai arrêté de consommer des substances. Puis, Daniel, est-ce qu'elle était belle? Ah, taboire, hein? Ouf! Ouais, je vous écoute des fois parler aux dames, là, puis je me dis, taboire, oui, elle était belle, elle était désirable, je l'aimais. Je pensais que c'était la femme de ma vie. Et parlez-nous un peu de son ardeur au lit. Eh oui. Ah, c'était pourri. Ah? C'était pourri, mais c'était surtout en contrôle. Ce que je vis aujourd'hui, maintenant épanoui, je sais c'est quoi une vraie sexualité. Et dans ce temps-là, j'avais pas une sexualité fonctionnelle. On faisait des enfants, puis le reste, écoute, c'était peut-être ça qui... Peut-être moi qui étais incompétent, je sais pas, j'étais jeune. J'apprends, c'est de l'apprentissage. OK. Alors, elle était pourrie au lit, mais vous n'étiez pas tellement dégourdi, vous non plus, là. Et voilà, on était 2 enfants, puis c'est ça. J'avais pas de sexualité chez nous, se masturber, c'était pas bon. C'était pourri, tu vas aller en enfer, imagine-toi. Oh, lequel qui disait ça, là? C'était ma grand-mère, voyons donc, elle avait pogné des fantasmes. C'est vrai, excusez-moi. Votre grand-mère se mêlait de votre sexualité. Non, ben, tu sais, c'est elle qui trouve tes revues entre tes 2 matelas. Je veux dire, tu fais ton lavage à l'époque quand t'as 13, 14 ans, là. Je veux dire, qu'est-ce que tu penses qui arrive, là? T'as doué un sermon, là. Est-ce qu'elle voyait les crêpes dans les draps? Est-ce qu'elle s'en plaignait? Non, j'étais assez habile pour cacher ça. Et on aime ça, les détails. Hein? Non, ben écoutez, on me reconnaît justement pour être honnête, là, mais c'est une réalité qui est là. Mais Daniel, j'ai jamais bloqué ça. Là. Daniel, sérieusement, les garçons, là, 26 ans, 21, ils font quoi? Comment ils sont rendus où, les garçons, là? Le plus vieux, ça a été extrêmement difficile, justement, parce que moi, j'ai essayé de l'encadrer le plus possible avec de l'aide, justement, de les bonnes Saint-Anne, ce qui n'a pas marché. Oui. Pour qu'il puisse avoir une relation avec sa mère. Puis ça, aujourd'hui, il est rendu, à l'âge de 17 ans, il a décidé de partir de ses propres ailes. Puis je lui ai dit, si tu pars de la maison, tu pars juste une fois, tu reviens pas. Puis il se débrouille. Aujourd'hui, c'est quoi? Oui, continuez. Il se débrouille. Oh, il est sous l'aide sociale, mais il s'arrange, il y a une femme, puis là, il vient d'avoir un bébé, puis j'essaie de pas me mêler de sa vie. OK. Puis le 21 ans, lui? Ah, lui, il est encore à la maison, mais lui, ça a été plus long, l'évolution, là. Je sais pas pourquoi, là. On a découvert qu'il y avait des problèmes de TDAH plus tard. Ça vient d'être diagnostiqué, ça fait peut-être 3 ans, parce que ses études, puis ainsi de suite, ils ont donné de l'aide, ils ont passé des bons examens. Mais ils vont bien, ils sont tous fonctionnels. Puis c'est des hommes aimants, c'est des hommes qui font attention. C'est ceux qui ont des traits de caractère de ma personne et de la mère. Mais je suis pas pire, là. Mes mauvais traits de caractère, là, je les vois chez eux, là. Puis c'est mes miroirs, ça, là. Je vais vous dire de quoi, c'est pas évident, là, en vieillissant, là, de... Oups, vous êtes rendu à quel âge, là? Vous êtes rendu à quel âge? Je vais avoir 53 ans, monsieur. 53. Oh boy! Oui. Et est-ce que ça commence à être difficile d'être camionneur à 53 ans ou c'est encore pas si pire? Vous parliez de rêve puis des buts. Moi, là, c'est bizarre à dire, malgré tout ce malaise-là que j'ai vécu, j'avais des rêves quand j'étais jeune. Puis la vie a fait que maintenant, je réalise mon rêve. Je voulais être comédien, je voulais être animateur, et ainsi de suite. Puis je le vis maintenant. J'ai pas de scolarité par la force des choses grâce aux médias sociaux. Fait que j'ai réussi. Fait que je fais les deux. Mais je suis en dualité présentement de savoir si je débarque de ces camions, mais ça va faire 30 ans que je conduis des camions. Oui. J'ai plus la même santé qu'avant. Ouais, c'est pour ça que donc je la vous vie,
C'est pour ça que je vous pose la question. La question n'était pas farfelue, là. 53 ans, camionneur, ça commence à être les longues journées, les longues runs. Êtes-vous sur du circuit local ou longue distance? Je les ai toutes faites, mais je fais beaucoup de régionales, Québec, Sherbrooke, Montréal, là, pour un client que je travaille beaucoup de soir et de nuit. Bon. Moi, j'ai une bonne adaptation. Oui. Excellent, Daniel. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Daniel. Bye. Merci. Bye. Au revoir. C'est intéressant, vraiment, là. Oui, puis il prépare sa prochaine étape de vie, là. Exact. Parce que camionneur à 53 ans, ça commence à être de soir, de nuit, à un moment donné, c'est exigeant. Oui. Donc, on doit s'arrêter. On va aller à la pause. Ça va vite, là. Il va nous rester un dernier bloc à l'émission d'aujourd'hui. On aurait pu continuer longtemps, je pense. Hein? C'est vraiment le fun de vous entendre. Qu'est-ce que vous avez réussi contre vents et marées? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on parle de réussite malgré vents et marées. Juste avant d'aller parler avec Nathalie, on a notre petite question Spring qu'on a sur notre Facebook. Vous pouvez également au 25226. C'est tellement relatif. À notre question, là, c'est à partir de quel salaire on peut dire que vous avez un bon salaire? Il y en a, c'est 40 000. Hein? Mais leur maison est payée. Ils ont des REER. Fait que, tu sais, tout est relatif. Il y en a qui ont 100 000 par année puis sont remplis de dettes. Fait que c'est ça, là, tout est relatif. On va parler avec Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour, José. Bonjour, Doc Mayou. Nathalie, on vous écoute. Écoutez, moi, je pourrais en écrire au moins un livre de 12 tomes. Je commence et je fais ça brièvement. Je suis née d'un père absent et d'une mère dépressive. Donc, à l'âge de 12 ans, mon père est parti pour ne plus jamais revenir. Ma mère, plusieurs tentatives de suicide avec des pilules. Oui. Donc, vous avez été personnellement témoin? C'est moi qui l'ai sauvé à 3 reprises. OK. Ouais. Donc, je suis devenue la mère de ma mère. Exact. Bien dit. J'ai fait beaucoup de devoirs, plusieurs années de recherche. À 24 ans, je suis en voyage en Europe. Je rencontre un beau Marocain et je reviens au Québec avec un beau bébé dans ma bédaine. Je veux aller me faire avorter, mais j'ai peur, puis bon. Finalement, je décide de garder cet enfant-là, puis je me dis que je ferai pas pire que ma mère. J'ai fait pire. Ma fille, elle est belle, adorable, elle a 24 ans, mais elle a foutu sa vie en l'air pas mal. Malheureusement, j'en ai une part de responsabilité, mais maintenant, je me déculpabilise en me disant que moi, j'ai fait ma vie, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis maintenant, c'est ta vie, et t'es forte, puis tu vas réussir à trouver ton chemin. J'ai eu un deuxième enfant avec un homme, et la relation n'a pas fait, mais c'était un excellent père. Quand j'ai accouché, j'étais séparée de cet homme-là. Donc, j'ai vécu le restant de ma grossesse seule. J'ai élevé cet enfant-là jusqu'à l'âge de 6 ans. Et quand j'ai vu des signes chez mon enfant, j'avais des signes qui me montraient qu'il s'en allait dans la direction de sa grande sœur. J'ai dit non, j'en ai eu une comme ça, j'en aurais pas deux. Et puis ma fille, elle a vraiment, trouble d'attention, trouble TDAH, trouble d'opposition très, 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 très sévère. Elle a été placée en centre d'accueil pour m'aider parce que j'y arrivais pas. Donc, quand j'ai vu les signes que mon garçon s'en venait un peu comme ma fille, j'ai paniqué, j'ai dit non, je ferai pas ça à mon garçon. Donc, j'ai appelé son père et puis j'ai transféré la garde à son père qui en a fait maintenant, mon grand Zachary a 16 ans, en a fait un très bon homme. J'ai pleuré 2 ans de ma vie quand j'ai transféré la garde en faisant un cadeau. Je disais que je faisais un cadeau à mon garçon. Ça m'a détruit en quelque sorte. Mais bon Dieu que maintenant, je regarde ça et puis j'ai fait
le plus beau cadeau de la terre à mon fils. Ouais, ça se peut. C'est bien ça de le dire. C'est rare. C'est une des rares fois que j'entends un témoignage comme ça. Une mère qui reconnaît qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle ne pourra pas élever son enfant et elle la confie au père. Et c'est un garçon. Alors, oui, c'est bien. Oui. Ça vous honore, ça. Cette humilité-là est très rare chez les femmes québécoises, des mères québécoises. Très, très rare, ce niveau d'humilité. Ça mérite d'être souligné. Je peux vous dire que ça a été très souffrant. Mais, très, très souffrant. Pourquoi vous pensez qu'il y a si peu de femmes qui le font? Je sais pas. L'humilité, mais l'humilité, ça peut être souffrant. Et aujourd'hui, vous faites quoi, Nathalie? Écoutez, j'ai vacillé. J'ai jamais été sans emploi. Je suis une battante. Mais j'ai toujours passé d'emploi à un autre emploi. Oui. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais toi, t'es pas faite, t'es trop forte pour être employée. Donc maintenant, je suis mon propre patron. Dans quoi? Quel genre d'entreprise? Dans la construction. J'ai du chien dans le nez. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous construisez? Je me suis partie d'une entreprise de peintre en bâtiment. Ouais. J'ai des employés maintenant. Je me prépare. On se fait aller? Oui. Je me prépare à partir la seule compagnie de construction rose à Québec. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura que des femmes. Et pourquoi pas? Bravo. Nathalie, bonne chance dans votre projet. Bonne chance. Bonne chance, c'est tout le temps qu'on a. Oui. Merci. Oui, je trouve ça extrêmement motivant. On oublie la pluie quand on entend vos histoires comme ça de ce matin. Ouais. Doc, à demain. Oui. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup à Olivier. Passez une super belle journée. À demain.